de la conquête et du régime français, puisque je pense qu'il est important de lier les deux, puisque la conquête, c'est la fin de la Nouvelle-France. Et je précise tout de suite que je vais éviter de faire double emploi avec l'introduction de mon ouvrage La conquête d'une anthologie. Alors je pense que vous avez deux ouvrages aujourd'hui qui devraient vous intéresser, Les réformistes d'Éric Bédard et l'anthologie sur la conquête. Je vais développer ce sujet à partir d'un autre angle. À partir d'abord de notre devise « Je me souviens ». Cette devise suscite un certain débat depuis que le Parti québécois a fait modifier les plaques automobiles du Québec en remplaçant la belle province par « Je me souviens » en 1978. Ce débat comporte deux volets distincts. Le premier est le fait d'activistes anglo-québécois qui se sont rapidement déclarés hostiles à cette devise. Je pense qu'ils ont découvert pour la première fois que c'était la devise officielle du Québec quand elle est apparue sur les plaques automobiles du Québec. Et donc, ils ont fait beaucoup de recherches, notamment dans la Gazette en 1978, pour essayer d'éclaircir le sens de cette devise qui leur apparaissait mystérieux. Et beaucoup d'antinationalistes anglo-québécois, donc, ont réclamé et réclament encore son abrogation. Voilà qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Bon, la devise n'est évidemment pas du tout une création du PQ. Elle a été adoptée avec les armoiries du Québec et l'édification de l'Hôtel du Parlement dans les années 1880. Et elle a été adoptée très officiellement comme devise du Québec en 1939. La devise et l'Hôtel du Parlement sont l'œuvre d'un même homme, Eugène-Étienne Taché. Les deux vont de pair, et l'Hôtel du Parlement peut se voir comme une illustration particulièrement monumentale de cette devise, et notamment de l'identité d'une nouvelle nation française d'Amérique. Malgré cela, et c'est le second volet du débat, l'interprétation même de la devise continue à faire l'objet de discussions. Récemment, Jacques Rouillard, historien de l'UQAM, et Gaston Deschênes, historien de l'Assemblée nationale, ont défendu deux interprétations divergentes de cette devise. Selon Gaston Deschênes, ce serait simplement une invitation ouverte à la mémoire historique québécoise. Et Deschênes s'appuie sur une recherche propre, mais aussi sur l'interprétation publiée par un proche de Taché, Ernest Gagnon, en 1896, du vivant de Taché, donc, et que Taché n'a jamais infirmé, ce qui tend à soutenir la thèse de Gaston Deschênes. Selon M. Rouillard, en revanche, il faudra entendre, non pas « je me souviens tout court », mais « je me souviens que, né sous le lys, je grandis sous la rose », je crois sous la rose, pardon. Deux choses distinctes selon Deschênes, c'est-à-dire deux devises complètement distinctes qui auraient été créées en fonction de contextes différents. À son avis, ce serait plutôt le collectionneur David Ross McCord qui aurait préféré unir ces deux phrases écrites séparément par Taché. Il aurait préféré les réunir par souci d'unité canadienne. Ce qui prédomine, selon Jacques Rouillard, à l'inverse, dans l'ornementation du Parlement, à son avis, c'est, je le cite, le souci d'honorer la Grande-Bretagne. Alors, il faudrait voir, selon Jacques Rouillard, dans cette devise, une expression de l'anglophilie, de la britanophilie d'une partie des élites québécoises aux idées libérales, et à ce titre, une preuve de modernité québécoise, même au temps de la grande noirceur du Canada français. Et je le cite, « La volonté de rupture avec le passé depuis la Révolution tranquille a fait perdre la mémoire de notre héritage britannique et de tout un pan de notre histoire ouvert à la modernité et faisant contrepoids au discours clérical. » Fin de la citation. À la vision défendue notamment par Thomas Chappelle, ainsi que par Wilfrid Laurier, aurait succédé une vision pessimiste de notre histoire, déplore Rouillard, une vision donc nationaliste qui reconduirait le mythe de la Grande Noirceur. Voilà qui nous interroge directement, je crois, sur la mémoire de la conquête et en remontant sur l'image que nous conservons du régime français. Alors, je m'explique. Ce qui m'intéresse dans l'interprétation de Jacques Rouillard, que je connais bien, que
ici c'est une critique amicale, ce n'est pas de dire que l'image de la grande noirceur est exagérée, et même si je trouve qu'il a tort de nier, disons qu'une partie de la vision pessimiste est exacte, en ce sens que l'époque qui précède 1960 n'est pas simplement une époque de libéralisme accompli, mais de domination de la nation. C'est l'idée de prouver la modernité québécoise par l'existence d'élites britanophiles. En d'autres mots, le Québec est moderne parce qu'il est britannique. Ce qui est proprement québécois, issu de la Nouvelle-France, d'une tradition spécifiquement québécoise, ne peut pas être un critère de modernité. Alors, il s'agit de rescaper des pans du Québec rétrograde en soi par une preuve d'adhésion au modèle britannique. Bref, Brouillard juge qu'on a occulté la vision des élites libérales au profit d'une fausse hypothèse, la domination du clérico-nationalisme. Ces élites libérales gouvernent le Québec de 1897 à 1936, dit-il, et sont associés aux journaux à plus grand tirage comme la presse. Donc le Parti libéral, évidemment, de 1887 à 1936, avant l'élection de Maurice Duplessis. Et les journaux à plus grand tirage durant cette époque, ce sont effectivement la presse, le Soleil, et ainsi de suite. Alors voici comment il les décrit, ces élites. Début de la citation. Elles défendent la vie démocratique, admirent les institutions britanniques et aspirent au progrès par le développement industriel. Fin de la citation. Il ajoute aussi, Jacques Couillard, que cette interprétation britannophile qu'il défend est intéressante pour une raison supplémentaire, outre la modernité toute britannique. C'est qu'elle évoque aussi la diversité du Québec. Donc, il y a deux choses, la modernité qui passe par l'héritage britannique nécessairement, et pas par un héritage de la Nouvelle-France, et évidemment la diversité. Cela oppose donc le libéralisme politique et économique qui serait britannique et moderne, et le nationalisme d'autre part qui serait clérical et rétrograde. Ce schéma comporte de nombreux problèmes. Que fait Brouillard des libéraux de type Louis Fréchette et Olivier Asselin, profondément nationalistes et si peu britannophiles, d'ailleurs, qui sont des admirateurs de la République française? Ou encore du cléricalisme des conservateurs comme Chappet et Taché lui-même, qui préfèrent effectivement la démocratie parlementaire de type britannique à celle républicaine à la française que préfèrent Fréchette et Asselin. Alors, c'est oublier l'importance du clérico-loyalisme dans l'histoire du Québec. Car de quoi d'autre faudrait-il parler dans le cas d'un abbé Maheu, par exemple, ou d'un monseigneur Plessis? L'oubli du clérico-loyalisme, exactement comme Trudeau, dans son schéma historique, par exemple dans la grève de l'amiante, occulte l'existence de ce cléricalisme loyaliste, j'y reviendrai, pose certes problème. Je soulignerai auparavant que c'est quelque chose que j'ai développé ailleurs, ça, l'importance de citer Libre et Trudeau dans cette relecture de notre passé et dans l'intégration, au fond, de la vision anglophone de notre propre passé qu'a évoqué Éric Bédard. Mais donc, pour revenir, il m'apparaît que l'interprétation proposée par Jacques Couillard est emblématique d'un esprit dominant de notre temps. Elle est emblématique, cette interprétation, d'une nouvelle doxa. La modernité anglo-saxonne et la diversité comme valeur cardinale qui commanderait de revisiter, de passer en fonction de ces deux valeurs. Et elle s'est imposée, à mon sens, dans l'historiographie québécoise dans les années 1970 et 80. En effet, avec l'émergence et puis le triomphe de l'école sociale ou moderniste ou révisionniste, comme on voudra la nommer, toute une série d'historiens québécois se sont mis en tête de démontrer que l'histoire du Québec au 19e et 20e siècle, ce n'était pas l'histoire d'une priest-ridden province, mais celle d'une société libérale et capitaliste moderne.